Ce soir-là, il est sous le manteau de la cheminée, assis sur une petite escabelle de bois, en train de tisonner le feu, de séparer les cendres des braises. Il y a sa vieille, une commère, sa femme, bon, vieille commère à bicycle, qui est en train de tirer comme ça, de tricoter, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, avec ses petites bicycles, binocle comme ça sur le nez, et de tirer sa pelote. Bon. Et bien quelqu'un qui toque à la porte. Étonnant, un soir. Je suis casse-lève, va ouvrir la porte et il y a un homme, un étranger qui est là, la veste relevée, un sac qui pend comme ça, en bandoulière. Je suis pas de lui rentrer, sans mot dire. Il coupe un morceau de pain, gros comme un sarrau de piquette, et puis lui sert un pot de piquette. Bon, une bonne soupe servie, et l'homme en train de manger, et Josuka de dire « Alors, si tu savais qui je suis, bonhomme, tu prendrais ton soulier pour un chapeau de paille. Oh, je sais bien qui tu es, hein. Tu es un de ces conteurs, de ces raconteurs, de ces gens qui racontent tellement bien que je voudrais bien en avoir un tous les jours comme toi. Non, je suis pas un conteur, je suis un loup. » Et là, Josuka sent le souffle chaud du museau carnassier. En face de lui, il n'y a plus un homme. En face de lui, il y a sur la table deux pattes noires avec des griffes, avec les poils hérissés, la babine retroussée, les yeux ronds comme des soucoupes. C'est un loup en face de lui. Alors Josuka, petit à petit, se tasse sur sa chaise. Il a le menton à la hauteur, comme ça, de la table. Et il entend le loup qui parle humain et qui lui dit « Mais que crains-tu, toi, un bel ours des montagnes ?» Du curé, il n'est resté que le bouton de soutane. Quand le forfait a été accompli, le loup a dit « Il est temps de monter là-haut dans la montagne. On va les cacher dans une grotte. » C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils sont arrivés devant la grotte, Josuka a dit « J'entends là-bas, je les entends au village. C'est les hommes, les chasseurs. Ils se sont réunis. Oh, ils vont nous faire payer ça en monnaie de coups de fusil. C'est certain. Oh, un âne avec les agneaux et puis le curé. » Et le loup a dit « N'aie pas peur, petit père, je resterai devant la grotte. C'est moi qui le tueront. » Même sa femme et sa fille, qu'il laisse là-bas, bien sûr, au port. Cette nuit-là, Billy a dormi sur le pont du navire. Et quand il se réveille, il court sur le pont, il attrape le capitaine Thomas comme ça par le col, il dit « Capitaine, faut pas partir. Capitaine, tu fais un rêve. Capitaine, faut pas partir. » Capitaine Thomas, il enlève sa casquette de marin, sa pisse gratte le front. Puis il dit « Tu sais, une chose, c'est qu'on n'a pas trop le temps et pas trop le droit non plus de prendre du congé. » Et pendant qu'ils sont en train de parler, ben on est en train de faire les manœuvres pour apparier. Le bateau prend la mer. Et Billy, ben, il va se rendre utile parce qu'il sait que c'est son travail de tirer les coudes de phoque, de permettre au bateau de partir en plein mer. Bien, voilà le bateau en plein mer. Et le capitaine l'appelle, viens me raconter un petit peu. Et voilà, accoudé au bastingage. Et Billy raconte, ils ne peuvent plus voir, ils se voient et s'aperçoivent comme des spectres. Il y a même quelqu'un qui devient fou, il a envie de sauter à l'eau. Le capitaine le rattrape par le paletot et le jette sur un sac de cordage. Et la vague les drosse, la vague les dresse, la vague ne les engloutit pas. Car elle part là-bas dans un bruit terrible. Les hommes ont du mal à croire ce qu'ils ont vécu. Et c'est en levant les yeux que les hommes se sont mis à genoux. Tous les hommes d'équipage se sont mis en genoux quand ils ont vu cette vague de sang se dresser devant eux, comme autant de milliers de dragons aux ailes déployées qui venaient sur eux et qui semblaient cacher le soleil. Et cette vague qui s'est dressée. Alors Billy, lui, il savait ce qu'il devait faire. Il est allé à la proue du navire, il a pris son harpon et il a dit « Aide-moi !» Et il a jeté son harpon dans la vague de sang. On a entendu un double cri. C'est à ce moment-là que la vague s'est ouverte et ils ont franchi cette muraille écarlate. Ce jour-là, ils ont fait une pêche miraculeuse. Alors il a demandé pour son anniversaire de monter à bord du bateau. Et son père a accepté. Il est heureux de voir les compagnons d'équipage de son père à la manœuvre. Alors il pose des questions, savoir ce que c'est qu'un grand voile. Et les hommes répondent en rigolant. Et lui il est heureux. Et ce bateau qui part là-bas en pleine mer, lui il veut voir. Il va à la poupe, à l'arrière du navire. Il voit les trappes du navire, puis il voit les grands sillons blancs là. Et là-bas, à 200-300 mètres, il y a quelque chose qui émerge en permanence, qui replonge, qui émerge, qui replonge.
Stéphano, il sait pas ce que c'est. Il tourne la tête et à 200-300 mètres, il y a son cas, son poisson qui réapparaît. Son squale énorme. Son père lui a dit, tu verras, il a une espèce de gueule de bison, de mufle avec des dents de tigre. Voilà, à 200-300 mètres, il semble l'attendre. Et Stéphano, il va un petit peu inquiet, il est rentré chez lui. Il n'a pas parlé à sa mère. Ce jour-là, il a dit à ses compagnons d'équipage qu'il lui était précieux, en qui il avait confiance. Il a raconté toute son histoire. L'histoire de ce cas qu'il avait suivi, depuis tout petit, depuis ton anniversaire. Il a dit, je vais aller le voir maintenant. Il m'attend, c'est sûr. Alors il est monté à bord d'une chaloupe, il a pris un harpon. Et puis il a ramé. Oh, pas longtemps. La gueule hideuse a émergé. Ce cas, gueule de bison dans le tigre. Alors, Stéphano, bien que vieux, a pris ce harpon en tremblant et il s'apprêtait à tuer son cas quand le cas dit... Bouh, l'homme, tu n'as rien compris. Mais compris quoi? Il s'apprêtait à le tuer. Mais que je ne venais pas pour te dévorer, mais pour te faire ce cadeau. Et le cas a ouvert grand sa gueule, et sur sa langue râpeuse, il y avait un caillou magnifique étincelant. C'était le caillou des profondeurs, le caillou de la mer. Quiconque a ce caillou connaît amour, gloire, santé, prospérité. 2 semaines plus tard, les gens qui étaient sur le rivage ont vu une barque arriver, une chaloupe. À l'intérieur, il y avait un squelette. Ce squelette tenait dans sa main une pierre, un caillou, le caillou des profondeurs de l'océan, le caillou de la mer. Il y a un homme qui dit, un homme à la figure brûlée, à l'aspect grave. Un de ces hommes qu'on sent avoir traversé de longs pays inconnus, au milieu des dangers incessants, et dont l'œil tranquille semble garder dans sa profondeur quelque chose des paysages qu'il a vus. Vous dites, commandant, que vous avez eu peur. J'en crois rien. Vous étions 2 amis, suivis de 8 safis et des 4 chameaux avec leurs chameliers. Nous ne parlions plus, accablés de chaleur, de fatigue et desséchés de soif, comme ce désert ardent. Soudain, un de nos hommes poussa une sorte de cri. Tous s'arrêtèrent. Nous demeurâmes immobiles, surpris par un inexplicable phénomène. Quelque part, près de nous, dans une direction indéterminée, un tambour battait. Mystérieux. Le tambour des dunes. Il battait distinctement, tantôt plus vibrant, tantôt plus affaibli, puis reprenant son roulement fantastique. Les Arabes épouvantés se regardaient, et l'un dit en sa langue, « La mort est sur nous !» Et voilà, tout à coup, mon compagnon, mon ami, presque mon frère tombe de cheval, foudroyé par une insolation. Tous les jours, Midjewalla part avec son âne qui tire par l'abri et son chien gambadant autour de lui. Il part vers les grandes dunes immobiles, avec les herbes rabougries. Il va chasser l'antilope. L'espèce de spectre, tout nu et grimaçant, maigre comme un clou, ce n'est presque qu'un squelette qui monte ses genoux comme ça pour ne pas tomber dans les dunes de sable et qui court vers lui et qui traverse le grand cercle magique et s'assoit là à côté d'Amin-Jebala. Lui, avec son couteau, il a pris un morceau de viande et il fait cuire la viande en regardant le spectre qui lui dit « Donne-moi ma part ». Amin-Jebala prend ce morceau de viande, encore saignant, et lui dit « Tu veux ta part? La voilà !» Slap! Et il plante le poignard dans le cœur de l'apparition, qui se défait aussitôt. Ah mais je précipite pour la rattraper, mais dans ses mains, il n'est resté que quelques grains de sable qui doucement viennent glisser le long de la pulpe de ses doigts. Et Maghrebi n'est plus. Là, sous le rocher, il s'est mis à genoux avec son couteau. Il a creusé. Il a senti quelque chose de dur, a écarté, dégagé le sable et il y avait un sac. Dans ce sac, il y avait
100 pièces d'or. Il s'appelle Jean Plante. Il est meunier. Vous allez dire qu'aujourd'hui on n'a plus de meunier. Hein. On a peut-être des minotiers, on les voit pas. Nous on mange le pain et puis voilà. À cette époque-là, les meuniers avaient leur importance. On amenait le grain, vous savez ça, on en faisait de la farine. Donc, Jean Plante est meunier. Et ce jour-là, dans son moulin, il y a un quêteux, un miséreux, un mendiant, qui est venu demander l'aumône. L'aumône, s'il te plaît, l'aumône. Jean s'arrête, c'est un homme fort. Il s'est approché du quêteux. Tu veux l'aumône? Tu veux l'aumône? Il l'a retourné comme ça, il lui a mis un coup de pied aux fesses. Oh, allez, passe ton chemin. L'aumône, pas chez moi, mon ami. Le quêteux le regarde d'un regard tellement profond que peut-être Jean Plante aurait dû se méfier. Mais bon. Moi, je crois savoir pourquoi il marche pas, ton moulin. Et pourquoi? Grand bêta, dis-moi. Eh bien, je vais te dire. C'est sûrement le quêteux, le miséreux. Il a jeté un sort à ton moulin. Un sort, je vais te faire voir, moi. Il l'a attrapé par le paletot comme ça. Et il l'a jeté là-bas, cul par-dessus tête. Jean se retrouve tout seul, dans son moulin qui ne marche pas. Il a essayé, il a regardé, il a fait tout. Il a fureté. Moindre recoin pour voir ce qui se passait. Il ne comprenait pas. Il y avait un mystère là-dessus. Alors il s'est dit, on verra bien demain. Il est rentré dans son moulin, sur sa table en bois, il y avait une carafe dedans, il avait du rhum. Et il s'est mis à boire, un verre après l'autre. Il a bu encore. Et puis, il était bien tard maintenant quand il était décidé d'aller se coucher.